À ma droite, j'ai Naïma, avocate fiscaliste chez Dougs. Bonjour à tous. Émilie, experte comptable chez Dougs. Bonjour à tous. Et David, responsable du département juridique chez Dougs également. Bonjour à tous et merci Clément. Avec plaisir, je me suis pas présenté, effectivement. C'est Clément. Et du coup, je remplace Patrick exceptionnellement ce soir pour cette soirée spéciale VTC. J'ai quelques chiffres à vous donner avant de vraiment rentrer dans le conseil pur et dur de ce qu'on va pouvoir donner à nos chauffeurs, aux futurs chauffeurs VTC qui nous regardent ce soir. En 2022, l'offre T3P, donc transport public particulier de personnes, on comptait 47 000 VTC actifs sur les plateformes, c'est pas rien. Et de l'autre côté, il y avait 62 300 taxis. Ça, c'était les chiffres en 2022. Et en 2023, on a compté sur ces deux professions, donc VTC et taxi, 56 700 inscrits aux formations. Quasi autant que, enfin plus que les VTC actifs, finalement. C'est assez impressionnant. Et dans les nouveaux chauffeurs, on a compté 28 900 nouvelles cartes, rien que sur l'année de 2023. Donc pareil, réparti entre VTC et taxi. Ça veut dire que sur l'année 2023, on a plus 50% de VTC, ou un bon tiers en plus entre VTC et taxi, sur une seule année, en termes de cartes délivrées pour devenir chauffeur, soit chauffeur VTC, soit chauffeur taxi. Donc c'est là qu'on voit le secteur qui est vraiment en pleine croissance. Pleine expansion, ouais, hein. tout à fait. Tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'on fait en partie ce live ce soir. La première question que j'aimerais vous poser, je vais peut-être me tourner un peu plus vers David, c'est concrètement, comment on devient VTC ? J'ai parlé de cartes là très rapidement, mais j'imagine qu'il y a d'autres... c'est une bonne transition du coup. Globalement, tout le monde ne peut pas être VTC. Il suffit pas de se lever un matin et dire bon allez, je prends ma voiture, je m'inscris, je télécharge l'appli et c'est bon, je me lance. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en réalité, un VTC, c'est une profession réglementée. C'est du transport de personnes, c'est du transport routier de personnes et ça implique d'avoir validé un minimum de compétences professionnelles par l'obtention d'une carte. Donc globalement, c'est ce qu'on appelle aussi une capacité de transport qui permet d'exercer la profession. Cette carte, elle est délivrée par la préfecture. On peut y accéder soit par l'obtention d'un examen, soit on peut bénéficier de validation d'acquis. Il y a des possibilités pour faire valider un certain nombre d'acquis ou de l'expérience pour obtenir la capacité, enfin la carte VTC. Et une fois qu'on a ça, c'est pas suffisant puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi les démarches, alors je veux pas, tu me dis si je vais trop loin, mais dans les démarches pour créer son entreprise en tant que VTC, il va y avoir toute une étape supplémentaire que n'ont pas certaines entreprises avec ce qu'on appelle la DREAL. La DREAL qui est donc une administration qui va venir s'assurer qu'on a la carte et de s'assurer globalement qu'on remplit les conditions liées à l'exercice de la profession de transport de personnes. Avec un véhicule léger, puisqu'en fait, si vous voulez, le transport, c'est une activité qui est complexe, qui est une activité qui a différentes facettes. On peut transporter des personnes, mais on peut transporter des marchandises, on peut transporter de manière individuelle, de manière collective. Donc, en fonction de réellement c'est quoi l'activité, c'est pas exactement la même réglementation. Et par exemple, un taxi, un VTC, c'est pas la même réglementation. C'est différent, oui, tout à fait. Voilà. Faut savoir qu'un taxi, par exemple, il faut avoir sa licence de taxi et il faut avoir son autorisation administrative de parking. C'est encore différent. C'est pas du tout les mêmes réglementations. Et même si on peut exercer d'ailleurs les deux activités, ça veut dire qu'il va falloir cocher un certain nombre de cases de manière assez différente. Dans un sens comme dans l'autre, oui. Exactement. Après, je sais pas si tu veux que j'aille plus loin sur les modalités pour s'inscrire. C'est comme tu préfères. Comme je préfère. C'est toi le boss. Non, mais tu parlais, c'est marqué là, effectivement. Non, mais tu parlais effectivement d'obtenir cette carte. Donc c'est à l'issue des formations qu'on peut obtenir cette carte. Par la préfecture. Par la préfecture. Et donc à partir de ce moment-là, techniquement, on peut se lancer en tant que chauffeur VTC. Alors, tu peux te lancer. Maintenant, il faut quand même passer justement par toutes les étapes administratives de la création de ton entreprise, parce que comme toute activité professionnelle, ça demande un certain formalisme pour pouvoir l'exercer. Donc souvent, ça va dépendre. Là, on va aller sur le choix de la forme de ta structure juridique assez rapidement. Les VTC aujourd'hui, déjà, on leur recommande rarement d'aller en EI ou en micro-entreprise parce que c'est rarement intéressant, mais on pourra creuser ce sujet-là après peut-être. Donc souvent, ils vont se diriger vers une forme de société. Donc
souvent, ça va dépendre s'ils ont l'ARE, pas l'ARE, etc. La SASU est souvent plébiscitée, soit à l'IS, soit à l'IR, justement, en fonction de si on a l'ARE. Énormément de VTC qui sont micro-entreprises un peu par défaut. Ouais, facilité, je pense. Par facilité. Disons que tu n'as pas trop de démarches de création, que ça coûte pas trop cher. Mais c'est pas. Est-ce que la micro-entreprise est vraiment qui plus paraît facile d'emblée. Mais par la suite, ça te crée d'autres complications. D'accord. Ça paraît facile et souvent c'est une option, ils disent ça va pas me coûter cher, ça coûte pas cher de faire une micro. C'est ça. Sauf qu'en fait, on perd des avantages aussi. Tu perds des avantages qui ont une valeur financière et du coup finalement à la fin ça te coûte plus cher d'être passé en micro. Très bien. Justement, si on rentre un petit peu dans le détail de ces statuts juridiques, tu parlais de micro-entreprise, de I et de société, donc les. C'est ça. Principalement, nous ce qu'on va retrouver c'est la SASU à l'IS lorsque le VTC il touche par exemple son ARE, son allocation de retour à l'emploi. Parce que s'il choisit une autre forme, il va se la faire sucrer, tout simplement, ou réduire. Si maintenant il n'a pas d'allocation de retour à l'emploi, là, entre guillemets, ça ouvre un peu le champ des possibles. On voit beaucoup de VTC s'installer en SASU à l'impôt sur le revenu. Alors Naïma en parlera probablement mieux que moi. Mais après, on peut très bien aller en EURL à l'IS, par exemple, aussi, ça fonctionne bien. Ça va dépendre des cas un petit peu de chacun. Voilà, ça dépend de comment on veut se rémunérer. C'est vrai que la SASU reste une forme plébiscitée. Je rebondis sur la SASU à l'IR. C'est vrai que c'est un choix de régime fiscal. Du coup, on opte pour l'impôt sur le revenu. Ça peut être intéressant parce que j'imagine aussi que de nombreux chauffeurs VTC ont une activité VTC secondaire. C'est-à-dire que soit on peut se retrouver en présence d'une personne salariée qui a eu une autorisation donc, pour exercer cette activité secondaire, ou alors on peut également se retrouver avec un retraité et donc qui n'a pas besoin de cotiser puisque donc, soit il cotise à côté ou alors soit il a déjà cotisé et donc il n'est plus nécessaire de cotiser. Et donc la SASU à l'IR répond aux besoins de ces personnes-là. Et puis on peut également aussi retrouver des personnes qui ont un foyer fiscal composé de plusieurs parts fiscales et donc la SASU à l'IR va être plutôt intéressante puisque ça permettra de faire une optimisation au niveau de l'impôt sur le revenu. Okay. Ouais. La SASU à l'IR est pas mal plébiscitée. Et après, on appelle toujours à la prudence aussi sur ces SASU à l'IR en raison de certaines modalités de collecte du point de vue social qui posent problème. Tout à fait, parce qu'on sait qu'actuellement, il y a un flou juridique et donc aujourd'hui, les présidents de SASU ne payent ni cotisation sociale ni de prélèvements sociaux parce que, comme tu le disais, aucun organisme n'est compétent pour recouvrir ces cotisations. Et donc, pour sécuriser ces situation-là, nous proposons la rédaction d'un rescrit fiscal qui permet d'interroger l'administration fiscale et l'URSSAF et ainsi de se prémunir avant d'avoir des majorations ou des pénalités si jamais un jour une des administrations fiscales ou sociales se déclarait compétente. Top. Ça fait 2 sujets qu'on aborde qui sont très directement liés à cette activité. J'en profite pour vous dire qu'on a une chaîne L'Expert VTC sur YouTube aussi, où on a répondu un petit peu plus en détail à ces questions-là, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne également. Du coup, j'aimerais aussi ajouter une précision qu'on n'a pas encore donnée, c'est que l'activité de transporteur fait l'objet d'une capacité financière en fonction de si on est ou pas propriétaire d'un véhicule pour exercer l'activité. Donc, dans certains cas, on va devoir avoir un capital minimum de 1 500 € pour l'exercice de l'activité. Alors, du coup, ça veut dire que on a besoin d'un capital de départ qui peut être un peu plus important pour se lancer dans d'autres activités, notamment si on n'a pas de véhicule. Voilà. Sinon, après, il faut avoir soit la propriété d'un véhicule, soit avoir un contrat, par exemple de leasing à son nom, ou ce genre de choses. Merci de nous avoir suivis sur ce live. Si vous avez des questions à nous poser, abonnez-vous à la chaîne de Dougs. Si c'est plus sur le métier de VTC, abonnez-vous à la chaîne de l'Expert VTC, dont j'ai pu parler plusieurs fois. Il y a une vidéo qui est publiée par semaine sur des sujets en lien direct avec l'activité de VTC. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci à tous. Et à très vite. À bientôt. À très vite chez Dougs.